Il existe une multitude de jeux de rôle solo. Je n'en ai testé que 2, qui en plus présentent une trame assez similaire l'un à l'autre. Je ne peux donc donner mon avis global sur les jeux de rôle en solo. Tout ce que je peux dire, c'est que les 2 que j'ai testés, eh bien, ils n'ont absolument rien d'un jeu de rôle. Ce sont des exercices d'écriture contrainte, comme on pourrait en vivre dans des ateliers d'écriture, ou bien tout seul dans son coin lorsqu'on imagine des personnages, des scènes, pour travailler son écriture ou pour préparer une nouvelle, un roman, un scénario de jeu de rôle. Ce n'est absolument pas désagréable, mais à aucun moment lors de ces 2 sessions, je n'ai eu l'impression de jouer. J'ai plutôt eu l'impression de travailler. Alors peut-être parce qu'écrire fait partie de mon travail. Ça, je ne sais pas. En tout cas, je n'ai pas eu non plus la moindre impression de jouer un rôle. Tout du moins pas davantage que lors d'un exercice d'écriture, encore une fois. Alors oui, on essaye, dans ce cadre, de se glisser dans la peau de son, ou plutôt de ces personnages, de comprendre leur logique, leur instinct, pour réussir à capter leur essence et à la projeter sur le papier. Mais ça n'a rien à voir avec l'interprétation d'un rôle tel qu'on la connaît autour d'une table de jeu de rôle. Alors, la question c'est, les jeux de rôle solo, arnaque ou bien... Allez, voilà le point de départ de cette histoire tel que proposé par Jeremy. Le corps sans vie gît à tes pieds. Tu tiens l'arme dans ta main. En premier lieu, il faut choisir une époque et un cadre, et une toile de fond graphique. Alors étant donné que je joue tout seul, sans interaction avec d'autres joueurs, pourquoi ne pas en profiter pour se positionner dans un cadre où les interactions sont limitées ? La préhistoire, par exemple, et plus précisément le paléolithique, cette période dans laquelle les humains sont des chasseurs-cueilleurs nomades qui utilisent des outils en pierre taillée. Un cadre ensuite. Je vais donc faire partie d'une tribu regroupant une quinzaine de membres, hommes, femmes et enfants, dirigés par un chef. La toile de fond sera constituée de ces espaces naturels sauvages où la mort guette au détour d'un sentier, où le froid et la faim guident la tribu, où les nuits sont perturbées par les mauvais rêves, où le son des flûtes en os, des lithophones en pierre et des chants gutturaux accompagnent les soirées enfumées. En second lieu, il faut tirer une figure et une carte de poing issue d'un jeu de 52 cartes. Je tire le 2 de pique et la dame de cœur. La dame, ça me donne le fait que le victime est une relation amoureuse, mari, femme, maîtresse, amant, etc. La couleur rouge, donc pour le cœur, m'indique que la victime est de sexe féminin. Et le 2 de pique, c'est un conflit, un affrontement de la survie. En troisième lieu, il faut décrire la scène, vous, la victime, l'arme, le lieu, l'atmosphère, la photographie. Eh bien écoutez, c'est parti, je vous laisse avec cette petite histoire et on se retrouve ensuite pour un petit débriefing. Ma peau est glacée au contact de la brume qui nous enveloppe, Kraya et moi. Et pourtant, mon corps bouillonne, comme l'intérieur de la montagne de feu à 2 jours de marche à l'est. Je n'arrive pas à reprendre mon souffle alors que je la contemple, allongée devant moi, ventre contre terre, son visage à demi caché par ses cheveux noirs comme le charbon, ses longs membres duveteux dépassant des peaux de mouflon. Kraya semble paisible. La vérité, c'est qu'elle est éteinte. Et c'est de ma faute si elle est éteinte. La pierre gît à 3 pieds de la tête de Kraya, une pierre désormais tachée de son sang. La brume rend le rouge sombre et brillant. Son sang est empli de force. Avant qu'elle soit totalement éteinte, je l'ai entendu murmurer mon nom. Morok. Rien de plus. Mes yeux se mouillent. J'inspire à fond pour que l'air froid pénètre mon corps, le tempère, fasse redescendre le bouillonnement en moi, comme après la chasse. L'accès de violence retombe. Je relâche mes muscles. Kraya est éteinte. Et maintenant ? Un cri sort de ma bouche, un cri que je n'ai pu retenir. Le cri du chasseur vainqueur ? Non. De la rage, de l'impuissance. Il traverse la brume, ricoche sur les falaises qui abritent les grottes de son clan au sud. Je sais qu'ils vont entendre ce hurlement qui sort de ma gorge. Je sais qu'ils seront là dans quelques instants. Mais je ne peux détacher mon regard de cette tache sombre qui s'élargit dans la terre sablonneuse qui forme sa dernière couche. Kraya. La première fois que j'ai chassé avec Kraya, elle aurait dû mourir. Elle saignait abondamment.
Le bison l'avait chargé, et malgré les mouvements savamment désordonnés des autres rabatteurs, poursuiveurs et chasseurs de nos deux clans unis par l'effort commun, l'énorme mangeur d'herbe l'avait percuté de plein fouet dans sa course éperdue. Jusqu'au dernier moment, elle s'était tenue droite, tentant un saut de côté à l'instant fatidique, comme elle l'avait vu faire par l'un ou l'autre de nos aînés. Mais les cornes de la bête l'avaient déchirée au flanc, et c'est au sol, baignant dans une mare de sang, que je l'avais rejointe. Les poursuiveurs traquaient l'animal déjà blessé de 2 saguets. Ce n'était qu'une affaire de temps pour qu'une substantielle quantité de viande vienne améliorer le quotidien des cornes de bouc, son clan, et des éclairs brillants, le mien. Pourquoi me suis-je attardé auprès d'elle ? Sont ses yeux clairs auréolés de noir, ses cheveux charbon longs et crépus, ses membres longs taillés pour la course d'endurance, son odeur marquée de sang d'arbre à aiguille ? Plutôt que de suivre la traque, comme l'apprenti chasseur que j'étais, je m'attardais auprès de Kraya. Elle gémissait, déjà à moitié partie dans le domaine des éteints. Je ne pus m'empêcher de la caresser, son bras, sa joue, ses cheveux, tout en émettant des grognements, exprimant l'incrédulité et le dégoût. Incrédule qu'une telle beauté de notre espèce s'éteigne, dégoûté de ne pas avoir pu la connaître, humer ses sécrétions, lui offrir un cœur de hyène et qui sait, copuler avec elle si les anciens me choisissaient. Je sursautai lorsque la main se posa sur mon épaule, une main légère comme l'air, osseuse, presque déjà éteinte, elle aussi, et pourtant pleine de pouvoir. Le bras faisant le lien entre cette main et le corps du chaman, ou de la chamane, c'était difficile à dire étant donné l'androgynie de cet être, était décharné, à peine couvert de fourrure de lapin liée entre elles. Obnubilé par Kraya, je n'avais pas entendu la mélopée qui sourdait entre les lèvres du chaman. Une mélopée non pas sombrant dans les graves du funèbre, mais plutôt s'élevant vers les aigus de l'espoir. Intrigué, je me laissais gagner par la pulsation régulière émanant de l'être de savoir des cornes de bouc. Je ne sais combien de temps nous restâmes ainsi, lui agenouillé, la tête de Kraya reposant dans son giron, moi tenant une main de la presque éteinte, imprégné d'une tension que l'on ne sent que les soirs où le ciel se zèbre de violentes lumières courant en tous sens. Lorsque je vis revenir les chasseurs portant leur part du bison encore chaud, Kraya ne saignait plus. Je la contemplais dans un état d'hébétude étrange, et en retour ses yeux fixaient les miens avec un sourire plus chaud que le plus chaud des soleils de la bonne saison, et je sentais ce soleil rayonner partout dans mon corps. J'ai revu Kraya lors d'une nouvelle chasse au bison quelques lunes plus tard. Nous avons couru ensemble, rabattu la bête, nos jambes déployant leurs longs segments en rythme dans la plaine aux herbes hautes. Kraya riait quand je la laissais prendre de l'avance, et son rire était comme l'eau qui coule des cascades. Nous zigzaguions, croisant nos trajectoires, apeurant la bête, l'isolant de ses congénères. Nous l'acculions vers la falaise, où les porteurs de sagelles l'attendaient. Pour nous, c'était un jeu, une danse, et le bison était notre partenaire. Il réagissait à nos pas presque exactement comme nous l'avions prévu. Et cette danse était presque aussi satisfaisante que la portion de viande qui nous reviendrait le soir même. Nous étions les rabatteurs les plus rapides de nos clans respectifs. Et inéluctablement, nous étions destinés l'un à l'autre. C'est ainsi que nos clans se mélangeaient. Et c'est ainsi que nous dominions tout le plateau entre la montagne de feu et les chutes rugissantes depuis d'innombrables lunes. Mais alors que les autres femelles de nos tribus avaient déjà engendré par 2 fois, Kraya courait toujours les plaines, son ventre aussi plat que la roche du sacrifice. Pourtant nous étions comme ces antilopes qui s'accouplent sans retenue, sauvagement, dès que l'occasion se présente. J'attendais avec impatience le jour où les petits hominidés sortis de son ventre se mettraient à courir les plaines à toute allure. J'avais déjà cette fierté en moi, à la vision de leurs pattes arrière encore plus droites que les miennes, qui les porteraient haut vers le ciel. Mais cette fierté était bien vite balayée par l'insatisfaction. Pourquoi Kraya n'engendrait-elle pas ? Il aura fallu de nombreuses lunes pour que je comprenne. Kraya ne veut pas de petit hominidé. Elle fait tout pour qu'il ne s'accroche pas en elle. Je l'ai surprise en train de mâcher un mélange d'herbes et de racines qui tue les œufs. Je ne comprends pas. Renouveler les membres du clan, le faire grandir, lui donner les lanceurs les plus précis, les rabatteurs les plus rapides, les cogneurs les plus forts, c'est un devoir, c'est une nécessité.
C'est pour ça que nous sommes là. Si nous faiblissons, n'importe quel autre clan pourrait nous chasser et profiter de ces terres tempérées et giboyeuses à notre place. Nous devons le faire pour ceux qui étaient là avant nous, pour ceux qui viendront après. Comment Kraya peut-elle se soustraire à ce devoir ? Je me dressai face à elle. « Kraya, toi cracher poison, ça tué œuf en toi !» Elle secoue la tête, avale avec force, me lance un regard de défi. « Kraya pas œuf, Kraya coureuse, Kraya pas vouloir, course finie. » Ses babines retroussées, ses canines sorties, comme si je n'étais qu'un gibier face à elle. Pourquoi avait-elle ces idées en tête ? Pourquoi vouloir emprunter un autre chemin que celui que les tribus ont construit avec le temps ? Je m'approchai d'elle, tentai de lui caresser le bras. De nouveau, ses canines pointèrent en dehors de sa bouche, ses yeux s'étrécirent, et elle se dressa brusquement et s'éloigna entre-temps. Depuis, Kraya me fuit, comme le font les lourds herbivores, maladroitement, guidés par le terrain sans réfléchir. J'ai l'impression qu'elle fuit aussi son clan, qu'elle passe de plus en plus de temps seule, à regarder le ciel. Personne ne comprend Kraya. La conséquence de ces innombrables cycles de lune sans engendrer de petits hominidés commençait à se faire sentir dans nos clans respectifs. Naturellement, sans réunion, sans annonce, sans manigance, nous étions écartés du cœur de nos clans. Des hominidés qui ne peuvent engendrer sont des hominidés frappés du mauvais œil. Mon frère Enak, qui n'avait jamais aimé Kraya, m'avait prévenu à plusieurs reprises. « Morok arrêtez Kraya, Kraya pas bonne pour Morok. » Enak n'était pas un coureur, il était court sur pattes, mais il était fort comme un ours. Lorsqu'il vous attrapait entre ses bras, il était capable de serrer jusqu'à vous étouffer. Et quand il vous disait quelque chose, ses yeux plantés droit dans vos yeux, vous ne pouviez qu'acquiescer. Vous aviez l'impression de croiser le regard d'un tigre aux longues dents. Désespéré, je suis allé voir notre chaman, Œil Sombre. Je lui ai parlé de Kraya, de son rejet de nos coutumes, de son envie de ne pas porter d'œufs, de son envie d'être seul. Œil Sombre a hoché la tête, longuement, avant de murmurer d'une voix à peine perceptible. « Kraya pas bon chemin, elle brisait tradition. Kourou ancêtre s'abattre sur elle. Toi pas devoir rester près elle. » Œil Sombre confirmait mes craintes. Mais que pouvais-je faire ? M'écarter de Kraya ? Reprendre ma vie de coureur solitaire ? Accepter une nouvelle partenaire ? Et assister au bannissement de Kraya hors de son clan ? Je ne pouvais m'y résoudre. À chaque fois que j'apercevais sa chevelure ondulant librement au-dessus des herbes hautes, mon cœur bondissait sous ma peau. C'est quand je la voyais que j'étais vivant. Le reste du temps, mon corps vivait, mais mon esprit était mort. Une nouvelle fois, je l'ai aperçu sur la route de la rivière. Mais cette fois, je ne l'ai pas laissé filer. Je l'ai coursé, rabattu, comme je l'aurais fait d'une antilope. Je l'ai rattrapé dans le petit bosquet d'arbres clairs, où nos clans se réunissent pour les cérémonies de changement de saison. Le feuillage des arbustes bruissait doucement sous le vent frais de cette matinée naissante. La nuit avait déposé sa semence sur les herbes, les buissons, les pierres, et les avait rendus froids et glissants. J'aimais cet environnement, et Kraya aussi. Je le savais. Les poils de la peau nue de ses bras se hérissaient. Ses yeux fuyaient les miens. Nos respirations se répondaient. Et puis soudain, un mouvement rapide et furtif, le long d'un tronc près de nous. Instinctivement, nos bras jaillirent, et nos mains se posèrent l'une sur l'autre, et sur la fourrure de ce tout petit quadrupède à la queue en panache. Surpris l'un l'autre, nous nous dévisageâmes longuement. Kraya avait la peau moins tendue. Ses cheveux étaient moins brillants. Une balafre ornait son front. Mais ses yeux semblaient toujours débordés du même feu inassouvi. Le mangeur de noisettes profita de notre échange de regards pour s'enfuir. Je m'approchai d'elle. Elle s'approcha de moi. Nous n'avions pas été collés l'un à l'autre depuis des lunes et des lunes. Je respirais son odeur musquée avec appétit, mes narines élargies apportant un flot de Kraya en moi. Je la repoussai contre la roche du sacrifice. Son regard et son attitude me défièrent de la prendre. Je m'engageai dans une âpre lutte avec ce véritable félin. Joueuse, sauvage, violente, Kraya usa de ses griffes et de ses dents lors de cette sauvage étreinte. J'en sortis nu,
frissonnant, haletant, étalé sur cette pierre plate encore tachée du sang des animaux sacrifiés afin d'obtenir la bénédiction des anciens. Kraïa, elle, se levait déjà. Elle se caressa le ventre, puis me regarda avec un sourire qui semblait plein de promesses. Rassemblant ses peaux, elle s'enfuit d'un pas léger. Un hurlement aigu, celui d'une bête acculée qui se défend de toutes ses forces. Un choc, celui bien trop reconnaissable d'un crâne fendu par une pierre, accompagné du grondement d'un hominidé. Un grondement que je connais bien, un grondement aussi fort que celui d'un ours. Je cours au travers de la brume plus vite que je n'ai jamais couru, et je les vois, tous les trois, Kraïa, Enak, la pierre. Il me regarde à peine, et je l'entends gronder. Kraïa éteinte, Morok libre, Morok pas banni. Puis il se lève et s'enfonce dans la brume. Je tends la main vers Kraïa, mais il est déjà trop tard. Enak avait raison. Je suis libre. Libre de tout clan. Désormais, je cours seul. Je n'ai pas été banni, je suis parti. Parti dans la direction où se rend le soleil le soir. Et peut-être que, si j'arrive à trouver où il se couche, eh bien, je retrouverai Kraïa. Et voilà, j'espère que cette petite histoire vous aura intéressé. Elle ne respecte sans doute pas la réalité historique, ou plutôt préhistorique, puisque je doute fort que de tels appariements aient pu se réaliser si tôt dans l'histoire des hominidés. Mais pourquoi pas, après tout, on est dans une histoire. J'ai réalisé l'écriture de cette courte nouvelle, puisque c'en est une, dans le cadre d'une soirée de 3 heures, en remplacement d'une session de jeu de rôle ordinaire en distanciel. Le résultat me plaît assez, alors il est bien sûr perfectible, je vais, je pense, retravailler un petit peu ce texte pour en faire quelque chose d'assez propre. Je précise aussi qu'il s'éloigne un tout petit peu de la proposition d'origine, puisque dans l'idée de Jeremy et de ce scénario, c'est bien le jeu, le protagoniste principal, qui a commis l'irréparable. Mais l'idée de ce revirement de situation m'est venue vers le 3e quart de la soirée, et j'ai réécrit le début pour qu'il laisse le champ des possibles ouvert, tout en laissant largement planer les soupçons sur Morok. Alors cet aspect réécriture, eh bien lui aussi, il colle avec le côté atelier d'écriture. On n'est clairement pas dans du jeu de rôle où ce qui est dit est dit. Je trouve que l'aspect jeu est très minime dans ce cadre. Ça manque de hasard, de surprise, d'interactivité. Sans doute que d'autres jeux de rôle solo proposent des systèmes plus complexes, qui amène davantage de ludisme à l'expérience. Alors si vous en avez à me conseiller, n'hésitez pas à m'en faire part. Dans tous les cas, merci à Jeremy pour l'expérience et pour son jaillissement d'idées permanent. Merci à Sambre JDR pour ses vidéos convaincues et presque convaincantes sur le jeu de rôle solo. Et longue vie à tous ceux qui marchent debout.